Nous allons maintenant voir la médecine du travail, qui est un des organismes les plus prépondérants en matière de sécurité dans l'entreprise, et c'est certainement le meilleur allié de l'entreprise en ce qui concerne la sécurité au travail de ses salariés. À noter que le rôle du médecin du travail est uniquement préventif. Il est effectivement là à titre préventif pour donner des conseils, pour accompagner l'entreprise dans une démarche effectivement d'amélioration des conditions de travail et de la sécurité pour les salariés. Son but est vraiment d'éviter toute altération de la santé des salariés, que ce soit une altération physique ou psychologique. Pour ce faire, il va bien évidemment surveiller les conditions de travail, vérifier qu'elles sont correctes, que les différentes règles, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, sont bien respectées. Il va également vérifier les risques de contagion et l'état de santé des salariés. Le médecin du travail, c'est vraiment le conseiller de l'entreprise en matière de santé et de sécurité au travail. Il va être amené à conseiller l'employeur sur différents points. Tout d'abord, l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés au sein de l'entreprise. Également, l'hygiène générale de l'établissement, la propreté. Par exemple, la propreté, les rangements, le chauffage, la luminosité. Et enfin, il va également être là pour protéger le salarié contre un ensemble de nuisances. Tous les employeurs doivent organiser et financer la surveillance médicale de leurs salariés par le biais de la médecine du travail. Alors, ça peut se faire de différentes façons, soit directement au sein de l'entreprise si celle-ci est d'une taille suffisamment importante. Par exemple, une entreprise de la taille du Michelin a son propre service de santé au travail avec ses propres médecins du travail. Ces médecins sont salariés de l'entreprise, il n'empêche qu'ils ont leur propre code de déontologie et effectivement sont totalement indépendants de l'entreprise en matière de diagnostic. C'est le premier cas, le moins répandu. Dans la plupart des cas, chaque entreprise va adhérer à un service de médecine du travail. Ils sont totalement indépendants les uns des autres. Chaque service de médecine du travail a son propre mode de fonctionnement, ses propres tarifs également. Et ils sont totalement indépendants les uns des autres. Ce qui explique qu'il y a une telle disparité au sein de la médecine du travail en France. Ces services interentreprises sont généralement des associations loi 1901. Il est à noter que le refus pour le salarié de se présenter à la visite médicale du travail à laquelle il a été convié est passible de sanctions, voire de licenciement. Depuis le 1er janvier 2017, la visite d'embauche a été remplacée par la VIP, visite d'information et de prévention. Quels sont les salariés concernés par la VIP? Eh bien, ce sont tous les salariés embauchés dans un délai de 3 mois à partir de leur date d'embauche. Même pour les contrats dont la durée est inférieure à 3 mois. Cela ne les exonère absolument pas de passer une VIP. Et bien évidemment, il existe des catégories qui sont à risque, les mineurs, les femmes enceintes par exemple, qui eux sont amenés à passer cette VIP avant la prise de poste. La visite médicale est effectuée toujours pendant les heures de travail et elle est rémunérée comme du temps de travail effectif par l'employeur. Si toutefois elle devait avoir lieu en dehors du temps de travail, par exemple dans le cadre d'un salarié qui ne travaille que les week-ends ou le cadre d'un salarié qui ne travaille que de nuit, bien entendu les services médicaux de travail sont fermés les week-ends et la nuit. Dans ces cas-là, le salarié serait effectivement rémunéré avec les majorations d'heures supplémentaires telles que prévues par la loi. Quel est le but donc de cette VIP? Quel est vraiment son but? À quoi elle sert? Déjà, en premier lieu, rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour ses collègues de travail. Première chose. On est en plein Covid, ça peut être ça. Vérifier que le salarié n'est pas porteur du Covid, par exemple. Vérifier ensuite qu'il est médicalement apte au poste proposé, qu'il est capable, physiquement et psychologiquement, d'assurer le poste qu'il va occuper. Et éventuellement, proposer des aménagements de ce poste de travail s'il y avait des restrictions. En ce cas-là, les restrictions devraient être notées sur la fiche de suivi du médecin du travail. Il faut toutefois que ces restrictions soient en cohérence avec le poste proposé. Par exemple, un livreur, on ne peut pas mettre des restrictions en termes de port de charge à un salarié qui est livreur.
Ça paraît difficile. Si le salarié ne peut pas porter de charge, il va difficilement pouvoir effectuer son rôle de livreur. Et à la suite de cette visite d'information et de prévention, le médecin du travail va remettre au salarié et à l'entreprise une fiche médicale d'aptitude sur laquelle il aura porté apte ou inapte ou apte sous restriction, afin que l'employeur derrière mette en place les dispositions nécessaires à la suite du contrat du salarié. Il est à noter qu'en raison du secret professionnel, certaines informations ne seront pas portées sur cette fiche médicale d'aptitude. Les visites médicales périodiques. Ce sont les visites qui sont effectuées par les salariés de façon régulière. Depuis 2017, le délai entre deux visites périodiques a été porté à 5 ans. Toutefois, il est à noter que certains organismes de visites médicales, certains centres, aient choisi de porter la visite simplement à une durée de 3 ans. Ce sont eux qui décident effectivement quand est-ce qu'ils vont revoir les salariés. Il est à noter que les travailleurs à risque bénéficient d'un suivi renforcé. Alors qu'auparavant, ils étaient suivis tous les ans par le médecin du travail, cette durée a été portée entre 2 et 3 ans. Après, c'est vraiment le médecin du travail qui choisit la périodicité à laquelle il veut rencontrer ses salariés. C'est vraiment lui, il se peut effectivement qu'il demande à les rencontrer de façon plus rapprochée que celle qui est initialement prévue. Il se peut également que, suite à une absence, le salarié soit soumis à une visite de reprise. Celles-ci vont avoir lieu dans différents cas. Tout d'abord, toute absence pour maladie professionnelle, quelle que soit la durée de l'absence, donne lieu à une visite de reprise. Bien souvent, les maladies professionnelles sont des maladies plutôt longues, effectivement, pour lesquelles il y a une durée de travail pour lesquelles il y a une absence souvent de plusieurs mois. Toutefois, on pourrait parfaitement envisager qu'une personne qui se fait opérer par exemple du canal carpien, qui est reconnu en maladie professionnelle, donc qui se fasse arrêter par exemple 1 semaine ou 2 semaines pour effectivement l'opération du canal carpien, bénéficie donc d'une visite de reprise suite à un arrêt seulement d'1 semaine, dans ce cas bien précis. Elle est également obligatoire après un congé maternité ou congé parental si la personne choisit effectivement de prendre un congé parental. Contrairement à une idée reçue, il est totalement faux que le salarié soit obligé de faire une visite médicale entre le congé maternité et le congé parental. La visite médicale se fera au retour du congé parental dans ces cas-là. Et enfin, une visite de reprise sera prévue pour toute absence d'au moins 30 jours suite à une maladie, un accident du travail ou un accident de trajet. Cette visite doit avoir lieu à la reprise de travail, au plus tard dans les 8 jours qui ont suivi le travail. Il est à noter cependant que dans certains cas, il est préférable parfois d'imposer une visite médicale, si c'est possible bien évidemment, avec accord du salarié et avec accord de la médecine du travail, dès le premier jour de reprise si jamais on a de forts doutes quant à l'état de santé du salarié. Attention, si le médecin du travail estime que le salarié est apte à reprendre son poste, l'employeur ne peut pas s'y opposer. Le salarié non plus d'ailleurs. Toutefois, ce dernier peut quand même, s'il estime que cette inaptitude est exagérée, il peut toujours saisir le tribunal. Attention, attention, il est important de bien garder en mémoire que, juridiquement parlant, le salarié n'a pas repris le travail tant qu'il n'a pas passé la visite médicale de reprise. Donc à faire bien attention, effectivement, dans le cas où on voudrait par exemple licencier un salarié pour X ou Y raison, suite à un arrêt de travail, il faut impérativement qu'il ait passé la visite de reprise avant de pouvoir déclencher n'importe quelle procédure que ce soit. À noter que le salarié peut également demander à voir le médecin du travail de lui-même dans le cadre d'une visite tout à fait personnelle. Dans ces cas-là, cette visite ne rentre pas dans le cadre des visites obligatoires et ne compte pas, on va dire, elle reste totalement transparente pour l'employeur. Le médecin du travail peut également demander des examens complémentaires. Ces examens complémentaires vont servir à vérifier certains points particuliers de la santé du salarié. On peut citer par exemple les mécaniciens auto qui sont amenés à passer de façon régulière des radios des poumons pour vérifier qu'ils n'ont pas été contaminés, notamment par l'amiante qui se trouve dans les plaquettes de frein. À noter que certains sont obligatoires. Le médecin du travail peut même
imposer le choix de l'organisme qui fera ces examens. Il est dans son droit. S'il ne le précise pas, le salarié peut aller où il veut pour faire ses examens. Et le coût de ces examens incombe à l'employeur. Justement, concernant le coût pour l'employeur, on va s'apercevoir que la médecine du travail, c'est quelque chose qui coûte relativement cher. À noter que les médecines du travail, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, étant des associations indépendantes, chaque médecine du travail va pratiquer ses propres coûts et ses propres règles de tarification. Donc la médecine du travail du Puy-de-Dôme ne va pas du tout tarifier de la même façon que celle du Rhône ou de la Gironde. Et effectivement, on va se rendre compte qu'il y a quand même des différences de coûts notables d'un département à l'autre. Le montant des cotisations va être fixé par l'Assemblée générale annuelle de ces associations. Petit exemple que je vous ai mis concernant la IST 63, on va estimer qu'une cotisation salariée va coûter entre 63 et 84 euros par an. C'est un pourcentage du salaire du salarié, mais qui va être plafonné un minima et un maxima. Le forfait nouveau salarié peut coûter 15 euros, voire plus, si c'est un salarié, par exemple, avec des restrictions particulières. Donc, on a estimé, par exemple, pour une entreprise d'environ 20 salariés dans le Puy-de-Dôme, à un coût d'environ 1 700 euros par an, ce qui reste quand même non négligeable.